voudrons évaluer des intelligences artificielles qui sont puissantes, qui peuvent être plus rapides et plus capables que les humains. Parce que au fur et à mesure du temps, on construit des systèmes de plus en plus puissants. Et une idée qui a été proposée, ça c'est le débat. À la base, c'est quoi le débat? Il y a souvent deux côtés qui mettent des arguments. Et celui qui propose le meilleur argument gagne. L'idée, c'est qu'on pourra, en regardant ce débat, juger en fait cette personne qui a donné ça comme argument est plus raisonnable. Parce que l'autre personne, elle s'est trompée à un moment, elle a dû changer d'avis, etc. Qu'est-ce que c'est le Centre pour la sécurité de l'IA? C'est une organisation française qui existe depuis à peu près 6 mois, qui a pour but de comprendre les risques et les enjeux liés à la sûreté de l'intelligence artificielle. Et en particulier, il y a 3 directions dans lesquelles l'organisation marche. D'abord, c'est l'éducation, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent au sujet de sûreté. Il y a des événements qui sont organisés pour aider à ces gens pour augmenter leurs compétences, pour connaître mieux le domaine et pouvoir contribuer. Après, il y a la recherche technique. Et là, par exemple, il y a un benchmark qui a été développé pour mesurer la sûreté de certains systèmes d'intelligence artificielle. Et en termes de sensibilisation, alors ça, c'est des événements comme ce soir. Cet événement s'appelle Mercredi IA. Donc souvent, c'est chaque mercredi. On vient ici pour discuter, pour souvent faire des présentations et aussi discuter sur des sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle, à la sûreté de l'intelligence artificielle. Et ce soir, on va parler de la sécurité de l'IA par le débat. Ça, c'est basé sur un article qui est sorti, ça fait déjà à peu près 6 ans, mais c'est pas quelque chose de vieux, c'est toujours un sujet qui est important à comprendre, à discuter. Donc, quelle est l'idée? Nous voudrons évaluer des intelligences artificielles qui sont puissantes, qui peuvent être plus rapides et plus capables que les humains. Parce que au fur et à mesure du temps, on construit des systèmes de plus en plus puissants et on aimera pouvoir évaluer s'ils se comportent bien en termes de est-ce qu'ils atteignent les résultats qu'on cherche ou est-ce qu'ils correspondent à nos contraintes de sécurité. Et a priori, ça, c'est pas évident pour des systèmes qui sont plus capables que les humains. Et en particulier, la question qu'on peut se poser, c'est nous avons une intelligence artificielle, ça peut être un LLM comme ChatGPT ou quelque chose comme ça. Nous posons une question, il y a une sortie, et la sortie, ça peut être par exemple un mouvement en échec ou un long texte, ça peut être du code qui est écrit, ou si c'est un autre système, on peut imaginer par exemple une simulation physique. Par exemple, nous avons une fusée et nous disons à tel moment, on se déplace dans telle direction avec telle vitesse, etc. Et on va poser comme question à cette simulation, par exemple, dans 2 heures, où est-ce qu'on sera, avec quelle direction on se déplacera, des choses comme ça. Et a priori, si l'intelligence artificielle nous répond à des questions comme ça, c'est pas évident comment on va évaluer les résultats. On ne saura pas forcément si elle s'est trompée ou si même si elle cherche à nous mentir, à nous décevoir, c'est pas évidemment clair comment faire ça. Et une idée qui a été proposée, ça c'est le débat. À la base, c'est quoi le débat? Il y a souvent deux côtés qui mettent des arguments et celui qui propose le meilleur argument gagne. Et en particulier, ce qui peut nous servir pour les intelligences artificielles, imaginons, il y a deux côtés qui font un débat. Ici, ça c'est un exemple de l'article. La question c'est où est-ce qu'on va voyager? Et il y a une personne qui propose Alaska, l'autre personne qui propose Bali. Et maintenant, à leur tour, chacun donne des arguments pour
pour ou contre, leur proposition ou contre la proposition opposée. Et par exemple, une personne peut dire Bali, c'est trop dur de se préparer pour le passeport, et l'autre répond en fait, c'est pas si dur. Et donc, à ce moment-là, la première personne, il peut dire en fait, je ne propose plus à Alaska, je veux proposer à Hawaï. Et quand quelque chose comme ça arrive, ça veut dire que ce côté du débat, il s'est trompé à un moment parce qu'il a fait une proposition qu'il a dû rejeter après pour chercher quelque chose d'autre. Donc, l'idée, c'est qu'on pourra, en regardant ce débat, juger en fait cette personne qui a donné ça comme argument est plus raisonnable. Parce que l'autre personne, elle s'est trompée à un moment, elle a dû changer d'avis, etc. C'est ça l'idée de base. Donc, nous voulons faire un débat pour les intelligences artificielles. Nous avons deux intelligences artificielles qui s'affrontent, qui débattent sur un sujet donné. Et au final, nous avons un juge, qui peut être un humain par exemple, qui veut décider parmi les deux intelligences laquelle gagne. Donc, dans un sens, il va décider quel est le meilleur argument. Et on va considérer ça comme la vérité. Alors, on peut imaginer les différents arguments comme un arbre. Par exemple, si nous posons une question, après, Alice et Bob, ça c'est les deux intelligences artificielles qui font le débat, et à leur tour, chacune de ces intelligences artificielles va choisir quoi dire. Par exemple, elle peut donner ça comme argument ou ça comme argument. Après, Bob, il va répondre avec soit ça, donnant que Alice a choisi ça. Et à chaque pas, une des deux intelligences artificielles, comme ça, à chaque pas, une des deux intelligences artificielles, à leur tour, ils choisissent quel argument à mettre en avance. Et au final, nous avons un humain qui va regarder chaque pas dans ce débat et il va décider qui a gagné. Si on suppose que les deux intelligences artificielles sont assez puissantes pour pouvoir considérer les différentes options, on peut dire alors ils ont choisi les meilleurs arguments pour leur position. Donc, si le meilleur argument que Bob a donné gagne contre le meilleur argument que Alice a pu donner, ça veut dire que Bob, dans ce cas, défend la bonne position. Et ici, on peut voir, c'est à peu près la même histoire, par exemple, pour le jeu d'échecs, où ça peut être Go. Ici, c'est pour Go parce que c'est les noirs qui commencent, mais si on change les deux, ça peut marcher pour échec aussi. C'est-à-dire que si on voit un jeu d'échecs et une intelligence artificielle nous propose un mouvement, on ne sait pas si c'est un bon mouvement. Et la seule façon qu'on sait de vérifier ça, on laisse les deux intelligences artificielles jouer l'une contre l'autre. Chacun fait un mouvement. Et au final, on regarde qui a gagné. Et ça, on peut dire que c'est aussi une forme de débat. Chacun donne le meilleur mouvement dans une situation donnée. L'autre répond avec son meilleur mouvement. Et au final, celui qui a gagné, évidemment, c'est ça qui était les meilleurs mouvements. Il y a une supposition importante pour que cette idée de débat marche, c'est que souvent on aura un côté qui donne des arguments pour la vérité, un autre côté qui cherche à mentir. Et la supposition, c'est que si on cherche à mentir, ça va être plus dur. Celui qui défend la vérité va avoir une tâche plus facile que celui qui défend un mensonge. Et ça, c'est une supposition qui n'est pas tout à fait évidente, mais en tout cas, l'idée de débat s'appuie sur cette idée. Pourquoi c'est intéressant de faire débat plutôt qu'autre méthode d'évaluation? Alors ici, ça c'est un peu théorie de la complexité. Est-ce que ça vous dit quelque chose qui est écrit ici?
Bon, en tout cas, je vais expliquer un peu. Ça, c'est des classes de complexité de problèmes. On peut considérer différents problèmes comme étant plus faciles ou plus durs. Et le classe P, ça, c'est des problèmes qu'on sait résoudre dans un temps polynomial. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails techniques, mais ça veut dire dans un sens des problèmes qui sont plutôt faciles à résoudre. On sait écrire des algorithmes rapides pour résoudre ce genre de problèmes. Le classe NP, c'est des problèmes où si on nous donne une solution, on sait vérifier cette solution facilement, rapidement. On ne sait pas forcément trouver la bonne solution, mais si quelqu'un nous donne la solution, on saura vérifier si c'est une bonne solution. Et le classe PSpace, ça c'est les problèmes qu'on sait résoudre si on a une quantité polynomiale de mémoire. C'est-à-dire que dans un sens, on a une mémoire qui est limitée, mais c'est à la seule limite. Peu importe combien de temps le programme va tourner, la seule limite, c'est la quantité de mémoire qu'on a. Et dans la théorie de complexité, il y a beaucoup de problèmes qui sont non résolus. Par exemple, peut-être vous avez entendu du problème est-ce que P égale NP? Ça, on ne le sait pas. D'ailleurs, si vous arrivez à résoudre ça, il y a un prix d'1 million de dollars. Mais en tout cas, ici, ce qu'on sait, on sait que tous les problèmes qui sont dans P sont aussi dans NP. Si on sait trouver une solution rapidement, on sait aussi vérifier une solution rapidement. Et tous les problèmes qui sont dans NP sont aussi dans PSpace. Et pourquoi ça c'est important pour le débat? Si on n'utilise pas de débat, imaginons que nous avons une intelligence artificielle puissante qui pourra nous donner une solution, un bon argument pour une position donnée. Alors, si on veut vérifier, si on veut évaluer cette réponse, ça sera dans le classe NP. Un humain, disons qu'il peut vérifier quelque chose qui est facile à vérifier, mais pas forcément pas forcément n'importe quoi qui peut être trouvé comme solution avec une mémoire limitée. On ne sait pas si NP égale PSpace, mais on suppose qu'il y a beaucoup plus de problèmes ici. Donc sans débat, on saura résoudre, on peut donner un argument théorique qu'on saura résoudre des problèmes ici, évaluer des problèmes ici. Avec débat, on saura résoudre les problèmes qui sont ici. Donc, a priori, ça a l'air de nous donner un avantage. Même si il n'y a pas une preuve théorique que les deux classes sont différentes, je pense que pour la plupart, les chercheurs pensent que PSpace est plus grand. Donc, ça nous donne un avantage, il paraît. Une autre question qu'on peut se poser, si la sortie de notre intelligence artificielle est volumineuse, c'est-à-dire, par exemple, nous avons posé une question, écris-moi un article sur tel sujet, et on veut vérifier ça à travers un débat. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Si c'est un texte qui est très long, ou ça peut être quelque chose d'autre qui est très volumineux, c'est pas forcément évident comment faire ça. Et une chose qui est proposée dans cet article, c'est, par exemple, on peut considérer des images. L'image, c'est les données qui ont été produites par l'intelligence artificielle, par exemple. Et on veut vérifier si cette image est la bonne, mais est le bon. Mais si l'image est trop grande, on ne saura pas regarder tous les détails, tout ça. Donc, en tout cas, ça, c'est dans leur modèle. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a les deux intelligences artificielles qui font un débat en forme de... ils choisissent des pixels. Il y a une intelligence artificielle qui a dit, bah, alors cette image, c'est le numéro 5. Et c'est le numéro 5. Et l'autre qui dit, c'est le numéro 6. Et pour débattre,
chacun choisit un pixel et relève la valeur de ce pixel. Donc ici, il y a ça, après l'autre elle choisit un autre pixel, etc. Et au final, on a 6 pixels. Donc, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que ça c'est un modèle pour une sortie qui est très volumineuse. Donc, si on donne à un humain tous ces pixels, imaginons que ça c'est des milliards ou je sais pas quoi, une quantité énorme d'informations, et l'humain ne sera pas forcément capable de vérifier tout ça. Donc, la valeur de ces intelligences artificielles qui font le débat, c'est que chacune trouve des petits bouts d'informations qui seront utiles pour arriver à la bonne réponse, pour avancer le débat. Et le but, c'est que l'humain saura évaluer par rapport à ce résultat qui contient une petite partie de l'information, l'humain saura évaluer qui a raison parmi les deux intelligences artificielles. Et ça en particulier, ça a été testé. C'est intéressant parce que c'est un problème avec des chiffres, reconnaître des chiffres, et avec seulement 6 pixels, il y a des résultats qui sont pas mal. C'est-à-dire qu'avec très peu d'informations, on arrive à évaluer très bien qu'est-ce qui est la vérité. Et dans ce cas, le débat marche bien. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle qui donne un argument pour quelque chose qui est faux, elle arrive très rarement à battre l'autre qui donne des arguments pour la vérité. Il y a beaucoup de questions ouvertes par rapport au débat. Déjà, c'est une idée qui n'est pas tellement explorée. Ça peut nous aider à, comme je disais, d'évaluer des systèmes qui sont plus intelligents que les humains. Mais il y a beaucoup de questions auxquelles on ne sait pas encore répondre. Comment est-ce qu'on peut entraîner des intelligences artificielles, des intelligences qui seront bonnes dans des débats, qui ne vont pas chercher à forcément décevoir, qui vont chercher à faire un débat honnête? Pour l'instant, ce qui a été fait, c'est l'idée de self-play, c'est-à-dire que on prend les deux intelligences artificielles et on les entraîne de débattre l'une contre l'autre. Et donc, c'est une forme de compétition où quand une des intelligences artificielles gagne, et ça donne du feedback pour améliorer les deux, celle qui perd et celle qui gagne aussi. Et avec self-play, on arrive à faire quelque chose qui peut débattre plus ou moins. Oui? Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette approche où il y a deux intelligences artificielles qui débattent. Il y en a une qui a pour objectif de défendre la vérité et l'autre de mentir ou d'essayer de convaincre sur un mensonge. Il y a un côté adversaire parce que sinon, en fait, c'est assez. Si je reprends l'exemple qu'il y a avant, on peut essayer de calculer en fait quels sont les pixels ici de l'image qui permettent d'obtenir la bonne prédiction en fait, plutôt que sur cette approche, on va dire, adversaire. Je sais pas si. Oui, alors oui, l'idée c'est d'avoir une approche adversaire, parce que bon, ici c'est évidemment un mensonge, mais dans une situation qui est plus compliquée, ça va pas forcément être évident. Et même si les deux intelligences artificielles cherchent à faire du bien, peut-être elles vont pas forcément être d'accord. Donc il y a un aspect d'adversarialité où chacune cherche à gagner contre l'autre. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Si, mais du coup ça veut dire qu'elles n'ont pas tout à fait le même objectif. C'est-à-dire qu'elles cherchent, il faut qu'elles trouvent une manière de convaincre le juge qu'elles ont raison. C'est ça. Sachant que, est-ce qu'il y a systématiquement toujours l'une des deux intelligences artificielles qui défend la vérité? Pas forcément, non. Ça, c'est un exemple. Mais dans la réalité, on peut imaginer que chaque intelligence artificielle choisit qu'est-ce qu'elle veut défendre. On peut avoir même des débats où il y a plus que deux parties. Il y a
ça peut être 5, 10, je ne sais pas combien d'intelligences artificielles qui débattent. Et l'idée, c'est simplement que chacune cherche à donner les bons arguments. Et l'ensemble de ces intelligences artificielles pourront trouver les meilleurs arguments. C'est un peu ça l'idée. Une autre question ouverte, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a posé une question très dure et les intelligences artificielles ne savent pas quelle est la bonne réponse? Il faut d'une façon entraîner l'ignorance. Il faut que les intelligences artificielles seront capables d'admettre qu'ils sont ignorants, qu'ils ne savent pas la réponse. Mais en même temps, on ne veut pas que pour n'importe quelle question, genre c'est combien 2 plus 3, et l'intelligence artificielle dit je ne sais pas, c'est trop compliqué. On veut que l'intelligence artificielle soit capable de justifier l'ignorance, d'expliquer pourquoi le problème est dur, pourquoi elle ne sait pas le résoudre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on espère pouvoir juger, nous, comme des humains. Donc ça, c'est des questions qui sont toujours ouvertes. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas des bonnes solutions, en tout cas des solutions complètes pour tout ça. Et voilà, c'est ça, ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Ici, ce sont quelques liens. Alors, là, c'est le site du Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle. Si vous voulez visiter, voici le code. Il y a notre serveur Discord où on fait souvent des discussions et aussi ces événements de mercredi sont annoncés. Peut-être vous êtes déjà là. Et ici, ça, c'est des événements périodiques qui sont organisés. ML for Good. Ça, c'est dans la direction de l'éducation que j'ai mentionné au début. C'est des événements où on cherche à former les gens pour qu'ils aient plus de compétences sur la sûreté de l'intelligence artificielle. Je vais laisser ces liens après si vous voulez regarder.